Salut, bienvenue sur Mediapart. La COP28 à Dubaï se termine au cœur de ce sommet organisé sous l'égide de l'ONU, sommet climat. Beaucoup de questions évidemment sur les énergies fossiles et la façon de les remplacer. L'énergie nucléaire est-elle la solution? Discussion et débat avec le très médiatique, très influent expert du climat et de l'énergie, Jean-Marc Jancovici, membre du Haut Conseil pour le climat. Vous êtes sur L'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Donc la COP28 à Dubaï, elle se termine. C'est la COP des paradoxes, comme nous l'avons dit sur Mediapart, écrit sur Mediapart et aussi dit dans cette émission. La sortie des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon y est bien sûr évoqué. Et en même temps, la COP est présidée par le patron de la plus grande compagnie pétrolière émirati. On dénombre à Dubaï plus de 2450 lobbyistes des énergies fossiles. C'est du jamais vu dans l'histoire des COP. À Dubaï, la France et d'autres pays ont proposé une solution, le nucléaire, pour sortir des énergies fossiles. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est une fausse piste? Est-ce que même c'est une erreur magistrale? Avec moi aujourd'hui, Jade Lingard, journaliste à Mediapart. Salut. Salut. Tu es spécialiste des sujets sur l'écologie, évidemment, mais particulièrement du nucléaire. Tu documentes sur Mediapart depuis des années les dégâts de cette énergie vantée comme renouvelable. Et puis, un invité qu'on remercie d'être là, Jean-Marc Jancovici. Vous êtes fondateur du cabinet de conseil Carbone 4. Cofondateur, voilà. Professeur associé à Mines Paris Tech, fondateur et président du Shift Project, membre, je l'ai dit, du Haut Conseil pour le climat. Alors, vous êtes connu, vous êtes écouté, vous êtes suivi, vous êtes parfois adulé, vous êtes parfois critiqué. Vous êtes, je pense qu'on peut le dire comme ça, un militant de la décarbonation, une décarbonation dont vous pensez qu'elle doit passer en partie par le nucléaire, et vous êtes de longue date un militant de la décarbonation. Cette décarbonation, c'est l'argument que vous développez dans une bande dessinée, Le Monde sans fin, coécrite avec Christophe Blain, qui a été un très grand succès d'édition en 2022, bande dessinée dont l'argumentaire a pu être contesté. On y reviendra peut-être dans cette émission. Un mot sur la COP en général, ce qu'on appelle nous la COP des lobbyistes, la COP du pétrole, qui se termine. Vous en pensez quoi? Vous y croyez, vous, aux COP? La COP, en fait, il y a une petite méprise pour les gens qui n'ont jamais vu d'un peu près ce que c'est qu'une COP. En fait, une COP, c'est une espèce de kermesse. Vous dites réunion de copro, vous-même? Oui, alors c'est intermédiaire entre une kermesse et une réunion de copropriété. Sur la partie officielle, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les délégués des États qui viennent, ça ressemble à une réunion de copropriétaires sans syndic, sans ordre, et avec un système de vote qui est, on vote tout à l'unanimité, une répartition des charges qui se fait au prorata des surfaces, mais le vote qui se fait avec un appartement, une voix. Voilà. Et pas d'ordre du jour. C'est-à-dire qu'en fait, on doit se mettre d'accord à l'unanimité sur un programme de travaux où chacun dit voilà ce que j'aimerais faire. Voilà. Ça, c'est la partie négociation. Et puis, en marge de la négociation, vous avez une espèce de grande kermesse. Alors, qui participe à cette kermesse? Historiquement, des ONG. Par exemple, dans l'enceinte d'une COP, il y a tous les stands de toutes les ONG qu'on veut, qui vont de la défense des Indiens, de la défense des genres. Il y a des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec le climat, du reste, hein, c'est assez marrant. Donc c'est un endroit d'expression aussi pour... Oui, absolument. C'est une kermesse. C'est un grand truc, chacun a son stand. Voilà. Vous avez aussi des intérêts économiques qui sont là, qui participent à la kermesse. Voilà. Moi, je me rappelle très bien, à Poznan en 2008, il y avait Shell qui avait sorti ses scénarios énergétiques. Alors, ils avaient toute une pile de documents sur un stand, qui n'était pas dans l'enceinte de la COP, qui était juste à l'extérieur, mais peu importe. Et il y a la presse, évidemment, beaucoup. Alors, là, dans les deux que j'ai faites, il y avait des milliers de journalistes, je ne sais pas combien il y en avait à Dubaï, là. Voilà, donc c'est une espèce de grande kermesse, et en fait, une personne qui est présente à l'intérieur ne peut pas comprendre, ne peut pas appréhender tout ce qui se passe à l'intérieur. Les interactions, là, cette année, il y avait pas loin de 100 000 personnes. On ne peut pas représenter les interactions de 100 000 personnes en un article. Voilà. Donc il y a des trucs absolument dans tous les sens. Est-ce que c'est utile à la fin? Alors c'est utile parce que ça permet de parler du sujet, c'est utile parce que ça permet de confronter là où en sont les pays, mais c'est pas là que les choses se passent. Dit autrement, les choses qui se décident vraiment, elles se décident au sein des États, au sein des constructions supranationales, comme l'Europe, au sein des secteurs économiques, au sein des entreprises, au sein des collectivités locales, c'est là que les choses se passent. Et en fait, à la COP, on entérine ce qui se passe déjà. C'est pas un endroit où on va faire des avancées. Et en fait, paradoxalement, la seule COP où il y a eu quelque chose qui ressemble quand même un peu à une avancée, c'était Copenhague, parce que cette année-là, il y a eu une espèce de hold-up du G20 sur les Nations Unies. C'est-à-dire que le processus onusien n'a pas du tout été respecté. Dans la nuit du jeudi au vendredi de la deuxième semaine, il y a des chefs d'État qui, voyant que ça n'avançait pas, se sont réunis dans une salle, ils ont pris une feuille de papier, ils ont dit alors sur quoi on se met d'accord. Et là, ça a avancé. Il y a quand même eu l'accord de Paris en 2015.
mais qui n'a fait qu'entériner, quand on relit l'accord de Paris, tout ce qui était dans l'accord de Copenhague et dans l'accord de Paris. Dit autrement, il n'y a rien de plus dans l'accord de Paris que la légalisation onusienne de ce qu'il y avait dans l'accord de Copenhague. Et l'adhésion d'État, qui était quand même ce qui avait échoué. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur le fond, c'est le jeu de quilles a été chamboulé à Copenhague, et c'est ça, s'il n'y avait pas eu Copenhague, il n'y aurait pas eu Paris. C'est ça qui est intéressant à savoir. Et est-ce qu'on reviendra au nucléaire après et aux autres énergies, mais est-ce que sortir du pétrole, en sortir un peu, en sortir rapidement, en sortir progressivement, en sortir à terme, est-ce que ça peut sortir des COP? C'est-à-dire, est-ce que... Non. Ça ne sortira pas des COP parce que le pétrole a fait le XXe siècle. En fait, le pétrole, c'est le XXe siècle. Je suis habillé avec du pétrole. Ça, c'est du pétrole. Je parle dans du pétrole. Je suis venu ici avec du pétrole. Je suis venu à vélo, mais les pneus du vélo, c'est le pétrole. J'ai roulé sur du bitume qui était du pétrole. Ce que je vais manger ce soir sera partiellement issu de la mondialisation parce que fertilisé avec des engrais faits au gaz. Le pétrole est absolument partout dans nos vies aujourd'hui. On ne se rend pas compte. Donc, en fait, sortir du pétrole, je ne vais pas dire que c'est retourné au XIXe siècle, mais il y a quelque chose de ça. Je dis bien, ça n'est pas. Mais il faut bien comprendre, encore une fois, le pétrole, c'est le XXe siècle. Donc, le pétrole, c'est le temps libre. Le temps travaillé a été divisé par 2 en France entre 1900 et 2000. Le pétrole, c'est l'urbanisation. Le pétrole, c'est la tertiarisation. Tout ça, c'est les énergies fossiles. C'est les retraites, c'est les études longues. La productivité du travail qui a été permise par les machines a permis toutes ces avancées sociales. Donc, dire, je vais garder tout ça. Je vais garder les retraites bien payées, les études longues, la tertiarisation, etc. Et je vais me débarrasser de ce qui a physiquement, historiquement permis ça. C'est un défi absolument titanesque. Donc c'est pas dans les COP auquel nous sommes là. Absolument. Donc c'est pas dans les COP que ça va se décider. Dans les COP, ça va éventuellement s'entériner. Et encore une fois, comme je le dis, la COP, c'est la cour de récré, c'est la kermesse dans laquelle les gens se confrontent, se comparent, voient où en sont les copains, etc. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de journalistes pour en parler. Et incidemment, je pense qu'on aurait dû les faire l'été dans l'hémisphère nord, puisque comme les gros émetteurs sont dans l'hémisphère nord et que l'hiver il fait froid, moi je suis sûr que si on avait mis ça en plein cagnard l'été, ça aurait avancé un peu plus vite. Voilà. La COP qui a eu, pour en venir au fond du sujet, notre émission qui est le nucléaire, justement, sur cette possibilité de sortir du pétrole et comment. Il y a eu une annonce surprise donc à cette COP, enfin en tout cas qui avait été un peu annoncée avant, mais parmi pas mal d'annonces, il y a eu une annonce multipliée par 3 les capacités nucléaires dans le monde d'ici 2050, 22 pays, dont les États-Unis, qui émetteur massif évidemment d'énergie fossile, la France, les Émirats Arabes Unis, donc les organisateurs de la COP, et puis plein d'autres pays, notamment européens, à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici à 2050 par rapport à 2020, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à 9% à peu près de la production mondiale d'électricité par le nucléaire en 2022, et ce serait donc de tripler cette capacité-là. L'objectif, c'est bien sûr de réduire les énergies fossiles. L'annonce, elle a été faite par John Kerry, puis il y a aussi le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, voilà. Et Emmanuel Macron, évidemment, l'a défendu. Tripler les capacités nucléaires d'ici 2050, en quoi ça peut aider à lutter contre la crise climatique? Alors ça dépend si on fait ça en plus du reste ou à la place du reste. Ouais. Historiquement, en fait, ni le nucléaire, ni les nouvelles énergies renouvelables, éolien et solaire, n'ont remplacé les fossiles. C'est-à-dire les deux se sont rajoutés à des consommations fossiles croissantes. Il y a eu des pays où localement ça a remplacé, par exemple en France, la génération électrique avant les chocs pétroliers était faite pour partie avec du pétrole, et le programme nucléaire a remplacé une partie de cette génération électrique. Donc en France, il y a vraiment eu une substitution. Mais si je regarde macroscopiquement à l'échelle mondiale, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le nucléaire s'est développé, toutes les énergies se sont développées les unes sur les autres. En fait, c'est ça qui est paradoxal. L'hydroélectricité s'est aussi développée en plus du gaz, du pétrole et du charbon qui augmentaient, tout. C'est ce qui est un peu perturbant. Et alors donc la question maintenant, c'est si on dit qu'on va tripler l'énergie nucléaire, est-ce que en tant que telle, c'est une garantie qu'on va faire moins de fossiles? La réponse est non. Donc en fait, la vraie déclaration aurait dû être, on va tripler et virgule, on s'engage derrière à virer tant de charbon, tant de gaz, parce qu'au pétrole, il n'y en a plus dans la production électrique. Voilà. Ça aurait été un argument, j'ai envie de dire, inattaquable climatiquement. Le simple fait de dire on va tripler, on peut espérer que ça va remplacer pour partie du charbon et du gaz, mais on ne peut que l'espérer. Voilà. Après, si on regarde d'un peu plus près, vraisemblablement que sur le gaz, la production, pour des raisons géologiques, devrait passer par un maximum avant 2050. Pour le moment, les dates qui circulent dans les milieux que je fréquente un peu, c'est 2030, plus ou moins 10 ans, on va dire. Ce qui veut dire que... mais c'est pas par volonté climatique. C'est juste parce que il faut des dizaines de millions d'années pour faire du gaz, donc une fois qu'il n'y en a plus dans le sous-sol, il n'y en a plus dans le sous-sol.
Mais c'est voilà. Donc pour que l'engagement ait vraiment force, j'ai envie de dire climatique, il aurait fallu le compléter. Après, on remarque que ça ne fait également qu'entériner des orientations qui existent déjà. La France a déjà pris la décision d'augmenter ses capacités nucléaires. Jade va vous interroger. Les Pays-Bas, qui font partie des signataires, ont déjà pris la décision. La Grande-Bretagne a déjà pris la décision. La Chine a déjà pris la décision. Et les Émirats Arabes Unis ont déjà pris la décision aussi, puisqu'ils ont déjà une centrale nucléaire. Donc en fait, alors bon, il y a quelques pays qui n'ont pas de réacteurs sur leur sol, qui font également partie des signataires. Mais globalement, l'essentiel des signataires, ou des gens qui ont pris cet engagement, comme pour le climat, ils entérinent quelque part quelque chose qui existe déjà. Jade. Alors, vous faites partie des personnes qui considèrent que le nucléaire fait partie de la solution pour réduire les gaz à effet de serre, suffisamment pour limiter le changement climatique, le réchauffement. Si on écoute ce que vous faites, les scientifiques du climat, ils nous donnent comme limite temporelle 2025 en disant, idéalement, il faudrait que les émissions de gaz à effet de serre connaissent un pic d'émissions en 2025. Donc ça veut dire commence à baisser à partir de 2026. Maintenant. Donc c'est-à-dire maintenant, si on veut limiter la hausse des températures à 1,5 degré, qui est un des objectifs qui figurait dans l'accord de Paris de 2015. Donc on a un temps d'action qui est extrêmement limité, c'est-à-dire qu'il faut agir tout de suite, urgemment. Or, développer de nouvelles capacités nucléaires, ça prend du temps. Et si on reprend l'exemple de la France que vous donniez, l'annonce de la relance de ce programme nucléaire, nouveaux EPR, au plus tôt du plus tôt, c'est pour dans 10 ans. Ces nouveaux réacteurs. Si on compare ces deux temporalités, agir tout de suite, disponible dans 10 ans, en fait, à quoi ça sert de mettre de l'argent et de développer des capacités de production d'électricité qui seront prêtes après la bataille? Alors, beaucoup de questions dans la question. On va déplier. Il y a beaucoup de questions dans la question. D'abord, mon soutien historique à l'énergie nucléaire, il doit se mettre avec une virgule. C'est virgule si on ne veut pas que ce qu'on a coutume d'appeler le pouvoir d'achat s'effondre de trop. Moi, j'ai aucun problème avec le fait de ne faire que de l'éolien, que du solaire, plus de fossiles, plus de nucléaire, mais il faut bien comprendre que la contrepartie, c'est un pouvoir d'achat qui diminuera beaucoup plus vite. Parce que ça limitera beaucoup plus fortement la quantité de machines qu'on pourra mettre au travail. Et aujourd'hui, voilà, donc il y a quelque part une préoccupation sociale dans ce que je raconte. Même si aujourd'hui, ça coûte de moins en moins cher de produire de l'électricité avec les. Il ne faut pas rajouter une question de plus. J'ai déjà essayé de répondre à la question. Bon, j'ai déjà essayé de répondre à la question. On reviendra à la question d'argent après. Donc la temporalité, agir tout de suite et près dans 10 ans. Ensuite, il faut bien voir que avec le nucléaire, ce qui est compliqué, c'est de faire une centrale. Par contre, faire fonctionner un réseau avec du nucléaire, c'est très simple. Avec des éoliennes et du solaire, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire faire un panneau ou faire une éolienne, c'est simple. Faire un réseau complet avec que ça, c'est très compliqué. Du reste, personne n'y arrive pour le moment. Un réseau d'électricité. Oui, puisque l'Allemagne aujourd'hui, par exemple, juste pour donner un exemple, l'Allemagne avait 100 gigawatts. Un réacteur nucléaire, sa puissance, c'est à peu près 1 gigawatt. D'accord. L'Allemagne avait 100 gigawatts de puissance pilotable électrique en 2002. C'est-à-dire, si j'ajoute ce qu'il y avait en charbon, en gaz, en nucléaire, en hydroélectricité, c'est-à-dire des centrales où je tourne le bouton et j'en ai plus, en gros, j'ai pas besoin qu'il y ait du soleil, j'ai pas besoin qu'il y ait du vent, il y avait 100 gigawatts. En 2022, il y avait toujours 100 gigawatts de puissance pilotable, auxquels ils ont rajouté à peu près 150 gigawatts d'éolien et de solaire. Et ils ont été obligés de garder la puissance pilotable, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'un backup. Quand, typiquement, en ce moment, si vous avez regardé, par exemple, ce qui se passe en Allemagne là, depuis quelques jours, c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil, et on est en conditions anticycloniques, c'est pour ça qu'il fait froid, il n'y a pas beaucoup de vent. Et donc, le facteur d'émission de l'électricité allemande, ces derniers jours, était quasiment aussi élevé que celui de la Pologne. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, et on ne sait pas stocker des grandes quantités d'électricité en intersaisonnier. C'est-à-dire, on sait le faire dans la journée, il n'y a pas de problème, avec des batteries. J'ai le soleil la journée, j'allume mon frigo la nuit, ça pose pas de problème. Par contre, j'ai plein de soleil en juillet et je veux consommer cette électricité en novembre, ça c'est très compliqué aujourd'hui, personne ne sait faire ça à large échelle. Donc ce qui est compliqué avec les renouvelables, c'est de faire fonctionner un système complet grâce à ça. Et la bonne question, c'est si je veux un système complet, est-ce que j'irai plus rapidement avec du nucléaire ou est-ce que j'irai plus rapidement avec des renouvelables? Mais je parle bien d'un système complet. Ouais. C'est ça la difficulté. Alors après, évidemment, on peut avoir des nuances de gris. Par exemple, tant qu'on garde les centrales à gaz et à charbon européennes,
Rajouter des éoliennes et des panneaux solaires, ça permet de moins s'en servir et donc ça fait baisser les émissions. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Mais ça ne permet pas de viser un système totalement débarrassé du gaz et du charbon, parce que pour ça, on a besoin de supprimer totalement les capacités pilotables que pour le moment on a en backup et de les remplacer par autre chose. Et encore une fois, je dis, pour le moment, il y a des scénarios qui disent on peut peut-être y arriver. Il n'y a pas de démonstration par les faits. Et en fait, les mêmes qui font les scénarios le lundi vous disent le mardi, Hartung, il y a 4 conditions à remplir pour que ça fonctionne et on n'est pas du tout sûr d'y arriver. Ok, mais ça répond pas. Ok. Donc, ça ne répond pas à la question du délai. L'agir maintenant si, parce que le délai, des centrales prêtes dans 10 à 12 Oui, mais parce que ce que je suis en train de répondre, c'est que ce même argument se retrouve pour la production décarbonée à base de solaire et d'éolien. C'est le même argument. À terme, c'est-à-dire que si ça met 10 ans de construire la première centrale, puis après qu'on sait les construire une tous les 4 ans, parce que vraiment on a vraiment la trouille et qu'on se dépêche, bah, il faut regarder le plan complet, parce que construire un réacteur, on s'en fout, il n'y a aucun intérêt de construire un réacteur. Oui, d'ailleurs là il y en a 14. D'accord, ouais. C'est où on en construit 50 ou on s'amuse avec un, mais je veux dire, bon. Alors, si on regarde le système complet, d'abord il y a un premier truc qu'on peut faire, c'est de prolonger les réacteurs existants, donc ça donne du temps. Quoi qu'on fasse derrière, qu'on fasse des éoliennes, qu'on fasse des réacteurs, etc., de toute façon, ça donne du temps. Et ça, c'est quelque chose qui est techniquement faisable. Alors, ça ne sera pas faisable statistiquement sur les 50 réacteurs qu'il y a. Il y en a bien 1 ou 2 qu'on va devoir arrêter avant 60 ans, ou 3 ou 4, j'en sais rien. Mais il y en a un certain nombre, probablement la grosse majorité, qu'on va être capable de faire fonctionner à 60 ans, et même un certain nombre qu'on pourra faire fonctionner encore plus loin. Parce qu'il faut savoir qu'un réacteur, le mode de fonctionnement, c'est tous les 10 ans, la SN passe chez vous et vous dit, je regarde, etc., à quoi ça ressemble votre truc ok, je vous signe, ou je vous signe pas, pour 10 ans de plus, ou je signe, et ce qui est en général ce qu'ils font, à condition que vous me changiez ceci et cela. Voilà, c'est en général comme ça que ça marche. Et mais eux, on les a déjà, ces réacteurs-là. Oui, on les a déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on peut les garder. Et il y a 10 ans, on n'envisageait pas de les garder aussi longtemps. Voilà, c'est juste ça mon propos. Et pour ce qu'on va faire derrière, en fait, le vrai sujet, c'est pas tant ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent, c'est qu'est-ce qui va se passer entre 2050 et 2100. C'est ça la vraie question. Parce que si on veut un système durable, on l'arrête pas en 2050. On va pas vous dire, moi j'ai un plan pour en 2050. En 2050, vous serez encore vivant. Hein. Moi, c'est pas sûr, mais vous, oui. Puis en 2051, je vous dis pas ce qu'on fait. Je vous dis pas si on sera capable. Bon, évidemment qu'on doit regarder plus loin. Donc, la vraie nucléaire, ça permet de voir plus loin, c'est ça. Mais tout, parce que pour l'éolien et le solaire, c'est pareil. Aujourd'hui, pour faire un système éolien et solaire, un réseau électrique avec de l'éolien et du solaire, vous avez besoin de fer, vous avez besoin de cuivre, vous avez besoin d'or, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'étain, etc. Rien de tout ça ne se trouve en France aujourd'hui. Donc, réfléchir à 50 ans, ça demande de postuler sur qu'est-ce qui restera de la mondialisation, par exemple, à ce moment-là. Est-ce qu'on aura toujours la facilité à importer en grande quantité? Bon. Et aujourd'hui, ces exercices ne sont pas faits. D'accord? C'est juste ça que je voudrais dire. Donc, on a une fausse impression de scénario facile d'un côté et risqué de l'autre, alors que moi, ce que je dis simplement, c'est toutes les paris qu'on va pouvoir faire pour l'avenir comportent des risques. Tous, absolument tous. Et ce qui est difficile, parce que c'est compliqué dans un débat public de faire de l'arbitrage de risque, les gens ne sont pas habitués à ça, il faut bien expliquer, c'est long, c'est technique, voilà. Mais en fait, malheureusement, on arrive à une époque où tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est de l'arbitrage de risque. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ce que... Bah, pour le Donc coup, il y a plein de risques. Un risque mais aussi un risque peut-être politique ou social, Jean-Marc Jancovici, avec ce que vous décrivez, c'est-à-dire, en gros, on garde les réacteurs nucléaires qui peuvent être prolongés peut-être jusqu'à 60 ans. Et on laisse arriver ces nouveaux réacteurs tout en ayant ces renouvelables. Et puis on voit à quel moment est-ce que on arrive jusqu'à quand on arrive à piloter tout cela de façon à ce que ça puisse tenir la production d'électricité nécessaire. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque en gardant ce système, en fait, en gros, de garder à peu près ce qui est déjà en place, alors qu'en fait, si on écoute le GIEC, mais même aussi l'Agence internationale de l'énergie, les experts, toutes les intelligences qui réfléchissent aujourd'hui aux enjeux de la transition énergétique et de la crise climatique, et qui disent qu'il faut quand même changer énormément de choses, et même vous-même, d'ailleurs, vous parlez parfois de révolution, c'est une révolution qu'il faut faire, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'envoyer un message contre-intuitif, contradictoire? Il faut tout changer, mais en fait, c'est bon, on peut garder ce qu'on a déjà. Et est-ce que là, on n'a pas un message qui est un message trompeur, en fait, pour une société, en fait, de lui laisser penser qu'on peut continuer comme avant? Alors ça, on l'a dans tous les domaines. Faut des bâtiments plus performants.
mais on va pas tous les casser et les reconstruire. Donc on va quand même garder pour une large part ce qu'on a déjà, juste on va les améliorer. Faut circuler à vélo, mais on va quand même pas changer les routes, on va garder les routes. Mais tant qu'on garde les routes, on pourrait être tenté de circuler en voiture. Enfin, donc en fait ce problème-là, on l'a avec toutes les infrastructures qu'on a bâties jusqu'à maintenant et dans lesquelles on va avoir besoin de faire du tri, c'est-à-dire certaines peut-être les abandonner, d'autres profondément les modifier, d'autres les garder à peu près en l'état, mais pas s'en servir de la même manière. Et c'est clair qu'on a cette question à se poser dans énormément de domaines. Hein. Et est-ce que ce n'était pas finalement la force aussi de la décision allemande qui a été si décriée en France, de décision de sortie du nucléaire en 2011, l'Energiewende? Est-ce que ça n'a pas été la grande force de cette décision que de marquer une rupture historique, sociale, énergétique, et de dire à une société, en fait, on avait une source de production d'énergie, on la laisse tomber, on passe à une autre époque. Et est-ce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui en France pour mettre en action la société? Quand vous regardez les chiffres, l'Energiewende n'a rien changé à la trajectoire de consommation d'énergie en Allemagne, strictement rien. Ça n'a strictement rien changé à la... Je réponds, j'ai regardé les chiffres. Hein. Ça n'a rien changé à la trajectoire de consommation électrique, absolument rien. Les Allemands continuent à avoir d'énormes bagnoles et à être contre les limitations de vitesse sur les autoroutes. Ils continuent à avoir de l'industrie lourde dont ils font la promotion autant qu'ils peuvent. Enfin, je veux dire, ça n'a strictement rien changé à la mentalité allemande, absolument rien. La seule chose que ça a changé, c'est qu'ils ont émis plus que ce qu'ils auraient pu émettre en abandonnant le charbon et en gardant le nucléaire. Donc je continue, j'ai dit que cette décision était une erreur, je persiste et signe, les Allemands, c'est une erreur, et je finis. Et en plus, ils nous empoisonnent, parce que les centrales à charbon, ça fait des particules fines, et les particules fines des centrales à charbon contribuent à tuer quelques milliers de personnes par an en Europe, donc la décision allemande n'a aucune vertu. Ils ont quand même beaucoup d'énergies renouvelables qui se sont développées, et alors, ça, ils auraient pu les mettre en plus du nucléaire, où est le problème ? Ils auraient pu sortir du charbon et développer leurs ENR. Jean-Marc Jancovici, l'ADEME, RTE, et puis beaucoup d'experts dont Jade a parlé dans le monde, disent, y compris des gens qui ont lu votre BD et qui y répondent d'une certaine façon, disent on peut faire 100% d'ENR à condition, donc au contraire de vous, d'énergie renouvelable, à condition d'agir sur la demande, réduire la conso, réduire les pointes, sur l'offre, développer le stockage de l'électricité, s'adapter à la particularité des territoires, à ces irrégularités dont vous parliez pour le vent, etc., ou le soleil. Donc on vous dit c'est possible. La réponse qui vous est faite souvent, c'est de dire non, c'est possible. Alors, les gens qui disent c'est possible confondent un scénario et une démonstration. Un scénario, c'est une histoire qui est aussi vraisemblable que les hypothèses que vous avez prises en entrée. Mais c'est pas parce que vous faites un scénario. Moi, je peux vous faire un scénario dans lequel je rajeunis de 20 ans. Ça ne me pose aucun problème. Vous trouvez que c'est aussi irréaliste que ça, Jean-Marc, honnêtement? Alors, je vais vous dire quelles sont les conditions qui ne sont pas bouclées dans les scénarios qu'on regarde. D'abord, les scénarios qu'on regarde ne bouclent pas sur la matière, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas... L'Agence internationale de l'énergie, la même qui disait je vais faire frisou les moustaches, quasiment totalement des ENR, etc., vous disent ah ben non, on n'est pas sûr d'avoir assez de nickel, de cuivre, de lithium pour suivre les scénarios. Dans le dernier World Energy Outlook, il y a un très beau graphique qui a été sorti dans lequel ils vous disent voilà la demande en nickel, en cuivre et en lithium qu'on devrait avoir en 2030, enfin la quantité qu'il faudrait fournir pour suivre le scénario NZ2, donc net zéro. Et puis voilà là où on en sera en mettant bout à bout les mines actuellement en fonctionnement et celles qui sont en développement. Et partout c'est en dessous, de 15 à 20%. Et là on parle que de 2030. Donc l'Agence internationale de l'énergie vous dit et il faut savoir que dans leur scénario NZ2, ils ont une quantité de CO2 capturée et séquestrée, la capture et séquestration, qui est juste hallucinante. C'est-à-dire qu'ils envisagent en 2050 8 à 10 milliards de tonnes de CO2 capturées et séquestrées par an. Il faut savoir que l'industrie pétrolière aujourd'hui, elle extrait 4 milliards de tonnes de pétrole par an. Donc il faudrait plus que doubler l'infrastructure du secteur oil and gas, plus que la doubler, alors que c'est un secteur qui a 150 ans. Hein. Il faudrait plus que la doubler en 25 ans pour remettre sous terre un produit qui n'a aucune valeur commerciale. Enfin, ce truc est totalement délirant. Voilà un exemple de truc totalement délirant. Oui, mais par RTE et ADEME qui font leur scénario juste pour dire sur 100% renouvelable, eux ne reposent pas sur une telle quantité de séquestration. Oui, enfin, sauf qu'ils ont commencé eux-mêmes à allumer les warnings, c'est-à-dire qu'après vous avoir dit, voilà éventuellement ce que ça voudrait dire, ils ont sorti une variante dans laquelle... Il faut savoir que dans RTE et dans l'ADEME, vous avez un truc qui est pour moi totalement invraisemblable, c'est que vous avez l'énergie disponible qui baisse considérablement et le PIB qui augmente significativement.
Or, il se trouve que dans ma vision du monde à moi, c'est deux trucs qui sont incompatibles. Vous ne croyez pas au découplage, comme on dit? Non. C'est-à-dire entre PIB, alors mondialement, on l'observe pas. Et émissions de CO2. Moi, depuis que je regarde ça au niveau mondial, on a une corrélation quasi linéaire entre PIB et énergie, parce que c'est les machines qui bossent. Parce que ça a été fait par une machine, ça part une machine, ça part une machine, ça, etc. Tout ça a été fait par des machines. Donc non, j'y crois pas. Et en fait, il faut voir que ces scénarios, ils empilent. Et donc, ils postulent en gros, en hypothèse exogène, qu'on va avoir de plus en plus de moyens, avec de moins en moins d'énergie, ce à quoi je ne crois pas. Et ils terminent en disant, vous voyez, puisqu'on a de plus en plus de moyens, on a notamment les moyens de faire ça. Ok, mais comme je considère que l'hypothèse de départ n'est pas vraisemblable, je ne souscris pas au résultat. Donc pas 100% d'énergie renouvelable, vous êtes sur ce discours-là. Et je vais quand même insister sur un point. J'ai toujours dit que le nucléaire, ça ferait 5% du chemin. J'ai jamais dit autre chose. Hein. D'accord. Okay. Le 95% du chemin, ça va être des efforts absolument massifs de sobriété et ça va être repenser l'articulation ville-campagne, avoir une structure de métier totalement différente, avoir une consommation matérielle qui va baisser, avoir des... Enfin, c'est ça, 95% du chantier. Bon, on fera une discussion sur ça. Pourquoi alors 5%? Pourquoi s'accrocher à ça si ça ne fait que 5% du chemin? Parce que si vous l'avez pas, l'effort sur le reste, il est doublé ou triplé. Vous dites c'est un parachute ventral, c'est ça? Oui, l'effort sur le reste, il est doublé ou triplé. C'est-à-dire que c'est ce qui permet éventuellement... Je vais prendre un autre parallèle qui vaut ce qu'il vaut. Imaginons que vous soyez poursuivi par la mafia, et tout ce que vous avez à votre disposition, c'est une voiture où il y a une des 4 roues où le frein est en rade et les feux stop qui ne marchent plus. Montez dedans ou pas? Moi, je monte dedans. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que le rouleau compresseur qui est en train de nous arriver dessus, dû au changement climatique et à la déplétion des ressources d'une manière générale et accessoirement à l'effondrement de la biodiversité, c'est le danger majeur auquel il faut chercher à échapper en empilant toutes les marges de manœuvre qu'on a à notre disposition. Voilà. Et moi, je pense que faire la fine bouche sur une... dans un contexte, ça revient à dire on a le temps, le monde confortable dans lequel on vit, en fait, il va encore être là pendant très longtemps. Moi, je pense que c'est un débat. Alors, Jean-Marc Jancovici, le nucléaire, il amène avec lui un certain nombre de questions. Le nouveau nucléaire, les nouveaux réacteurs comme les anciens. La France veut construire à Penly, au Bugey, à Gravelines, de nouveaux EPR, aussi ce qu'on appelle des SMR, des Small Modular Reactors, qui vont être mis en place aussi. Le premier problème, évidemment, celui qui parle aussi beaucoup à l'opinion publique, et depuis longtemps, et qui fait qu'il y a beaucoup de mobilisation depuis des décennies contre le nucléaire, c'est la question du futur très lointain, des déchets. Et évidemment, plus on fait tourner des centrales, plus on va gérer des déchets. Est-ce que vous pensez aux déchets, d'une certaine façon, dans ce scénario du nucléaire? Qu'est-ce qu'on fait de ces déchets-là? Alors, des déchets, il se trouve que malheureusement, on en fait partout et tout le temps. Chaque Français génère en moyenne, au travers de ses achats, donc les achats de tasses, etc., qui ont été fabriqués par l'industrie, à peu près 100 de kilos de déchets industriels dangereux tous les ans. D'accord, donc tous les ans, un Français ordinaire, parce qu'on achète des canapés, des tables, des chaises, des couteaux, des Magimix et qu'est-ce que je sais, on génère 100 de kilos de... Ouais. Est-ce que c'est exactement le même type de déchets? Alors, parfois certains sont aussi dangereux presque que des déchets nucléaires. Alors en l'occurrence, c'est pas des déchets, c'est les phytosanitaires, mais j'y viendrai juste après. Enfin, non, je peux vous le dire tout de suite. Du reste, les phytosanitaires sont quasiment aussi dangereux que les déchets nucléaires. C'est-à-dire les pesticides. Oui, les pesticides. En langage commun. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des pesticides, la même quantité en milligrammes de déchets nucléaires ou de phytosanitaires vous tue. D'accord. Pesticides, on en met des dizaines de milliers de tonnes dans la nature chaque année. Mais justement, on essaie de les retirer aujourd'hui. Oui, mais on n'essaie pas d'en rajouter. Ok, mais c'est juste pour dire, les déchets nucléaires, on en fait quelques centaines de tonnes par an, les très emmerdants. Et du reste, aujourd'hui, on les stocke en surface, ce qui n'est pas satisfaisant. Il vaut beaucoup mieux les mettre dans un trou où ils n'enquiquineront plus. Le stockage géologique est quelque chose qui, moi, me semble pas dangereux du tout. Il faut bien voir que, par exemple, le pétrole, le pétrole qui est un truc qui est liquide et sous pression, donc ça diffuse quand même plus facilement qu'un truc qui est solide, c'est capable de rester pendant des millions d'années, des dizaines de millions d'années dans une roche dans laquelle c'est emprisonné. Donc le stockage géologique, si on va chercher au bon endroit, c'est quand même un truc on aura d'autres problèmes. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les déchets nucléaires les plus dangereux, en fait, ils sont pas dangereux au même niveau pendant 100 000 ans.
au bout décroît, de... Oui, la radioactivité décroît. Ouais. Donc les déchets nucléaires ont cette particularité, à la différence des déchets chimiques, où la toxicité ne décroît pas au cours du temps, que leur dangerosité décroît au cours du temps. Donc en fait, il y a aussi des produits qui durent, par exemple le césium-135, je crois que c'est 2 millions d'années quand même pour perdre la moitié de sa réactivité. Donc ça nous emmène sur un scénario assez lointain. Plus la demi-vie du produit est longue et moins il est actif, moins il est dangereux. Moins il rayonne. En gros, c'est ça. S'il rayonne beaucoup, c'est que ça ne va pas durer très longtemps. Donc on peut gérer, quoi. C'est ça votre Oui, idée. c'est ça. Enfin, en tout cas, ça se gère plus facilement. Je vais le dire autrement. Les problèmes environnementaux, moi, je les mets dans 2 catégories. Il y a ceux qu'on va être capable de léguer à nos enfants dans des conditions où eux-mêmes pourront les gérer. Et il y a ceux qu'on leur lègue dans des conditions où ils ne sont pas capables de les gérer. Le changement climatique, je le mets dans la 2e catégorie. D'accord ? Aujourd'hui, on est en train de leur léguer un problème qu'ils ne vont pas être capables de gérer. Les déchets nucléaires, même dans un monde très perturbé, c'est un problème qu'ils vont être capables de gérer. Voilà, c'est la grosse différence. Jade. Voilà, mais et les déchets, donc je disais, déchets industriels dangereux, 100 kg par personne et par an, les déchets nucléaires de haute activité, donc c'est l'équivalent d'une petite pièce de monnaie, voilà, par personne et par an. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont quand même beaucoup plus petits, donc c'est des franches saloperies, mais on accepte un risque et qu'on en fait des petites quantités, on n'a pas besoin de 1 milliard de décharges pour gérer ça, on a besoin d'une décharge bien organisée. Mais s'il y a un problème sur cette petite quantité, c'est extrêmement problématique. Non, parce qu'une fois que cette petite quantité est à 400 mètres sous terre, c'est pas problématique du tout, c'est beaucoup moins problématique que les particules fines des centrales à charbon. Ok, mais si on regarde cet exemple des déchets, donc le trou, comme vous disiez, il s'appelle CIGEO, c'est un projet qui est en cours de préparation à Bure, dans l'est de la France. Quand même, le plan aujourd'hui, c'est que pendant 100 ans, à peu près, on est les déchets qui sont aujourd'hui stockés à la Hague, donc dans le Cotentin, donc en Normandie, pendant 100 ans. Donc ces déchets, au fur et à mesure qu'ils se refroidissent, soient conduits en trains spécialisés protégés jusqu'à CIGEO. Donc il y a 100 ans d'exploitation avant de tout refermer et d'espérer que ça ne fuite pas. Mais vous ne trouvez pas que ces transports de déchets pendant aussi longtemps représentent un risque d'accident, risque d'attaque, on est quand même en situation d'attaque terroriste. Est-ce qu'il n'y a pas une vulnérabilité là quand même particulièrement sensible ? Comme pour tout. Mais justement, est-ce que c'est pas plus sensible que d'autres ? Non, c'est pas. Un accident, pardon, je vous laisse répondre, mais un accident de train transportant des colis nucléaires irradiés potentiellement, c'est prévu pour, mais un accident est toujours possible et peut avoir des conséquences de pollution qui peuvent être gravissimes. Non, c'est pas quelque chose qui est très gênant. Encore une fois, quand on compare les risques, en fait, il faut comparer des faits. Quand on regarde la hiérarchie des risques qu'on court aujourd'hui, le risque le plus important que courent les Français, je me demande si c'est pas monter et descendre les escaliers, qui doivent faire quelques milliers de morts par an. Donc on fumer. C'est quoi le rapport ? C'est quoi le rapport entre quel est le rapport entre tomber dans l'escalier et être exposé à un risque de... Mais on n'y est pas exposé justement. Les déchets sont dans des conteneurs qui sont résistants au choc. Bon, si le train se renverse, le train se renverse et des conteneurs résistants au choc se retrouvent dans le wagon qui a renversé. Point. Résiste ou pas ? Non, mais est-ce que vous faites pas... En gros, bien sûr, on fait des scénarios et on imagine, on a des hypothèses, mais est-ce que vous aussi, vous faites pas des scénarios et des hypothèses qui sont pas... Est-ce qu'il faut garder les barrages ? Les barrages hydrauliques ? Oui. Est-ce qu'il faut les garder ? Disons qu'aujourd'hui, ils ont une utilité de produire de l'énergie décarbonée. Est-ce qu'il faut les garder ? Parce que si le barrage de Vouglans... Mais il y a des risques. Il y a des milliers de morts à Lyon. Ça demande si le barrage de la Grande Dixence en Suisse pète, il y a 20 000 morts à Sion. Comme en Ukraine, un barrage est attaqué est-ce qu'on garde les barrages ? Si l'armée russe tire sur la centrale nucléaire de Zaporijia. Vous voyez, je veux dire, ça marche dans les deux sens. Répondez à la question sur les barrages. Est-ce qu'on garde les barrages ? Parce qu'il y a des risques. C'est la même question. Non, il y a des risques avec les barrages. On garde les barrages. Tous les jours, il y a des gens qui meurent en voiture. Est-ce qu'on garde les voitures ? Oui, d'accord. C'est-à-dire que vous, ce que vous dites, c'est que vous dites, en fait, on attribue trop de risques. Ce que je dis, c'est que tout ce qu'on fait est un arbitrage risque-bénéfice. Tout, absolument tout. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, en ce qui concerne le nucléaire, on n'accepte pas de rentrer dans ce raisonnement risque-bénéfice. Donc, on regarde les bénéfices, on regarde les risques. Pour les barrages, on considère que l'arbitrage risque-bénéfice fait qu'on garde les barrages. Okay. Alors que l'installation de production électrique qui a fait le plus de morts en Europe
de très loin, c'est le barrage de Vajon-Longaronne, quand une vague de crue a zigouillé 2500 personnes en Italie au début des années 60. Donc, enfin, voilà, donc ce que je dis juste, c'est que je ne vois pas pourquoi le nucléaire ferait exception à cette analyse risque-bénéfice, et que si on veut regarder les risques du nucléaire d'un peu près, c'est quelque chose qui est très technique et très compliqué, parce que, on va reprendre l'exemple des déchets nucléaires, est-ce que, à votre avis, quelle est la proportion des Français qui sont capables de me citer 2 éléments qu'on trouve dans les déchets nucléaires? Et alors dans les produits de fission. Oui, mais est-ce que... Alors, ça veut dire que on parle de quelque chose que les gens ne sont pas capables de définir. Donc, c'est toujours... Quand un truc est très mal défini et très mystérieux, on a toujours plus peur. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont raconté la dangerosité extrême de ces déchets-là. Donc, il y a des gens alors Et alors Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens. Ok, mais si on regarde le raisonnement du risque, parce qu'effectivement, c'est une vraie manière de raisonner. Quel est l'avantage? Quel est le risque? Et on fait un arbitrage, comme vous dites depuis tout à l'heure. Mais si alors vous faites un point sur les dangers des barrages en cas d'accident, comparé aux dangers des centrales nucléaires. Mais si on fait une autre comparaison, qui est en fait, au fond, celle qui se pose à nous aujourd'hui, qui est entre un réacteur nucléaire et un parc éolien, qu'il soit en mer ou sur terre, un réacteur nucléaire. C'est là que je dis qu'on n'a pas d'alternative. Et un parc photovoltaïque, là, c'est différent quand même, parce que un accident d'éolienne, imaginons un mât qui tombe, ça doit pouvoir être imaginé, ça doit être possible, aurait bien moins de conséquences dramatiques qu'un accident de réacteur. Alors, donc, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas en faveur des ENR dans cette comparaison-là? Oui et non. Pour la biodiversité, il vaut beaucoup mieux le nucléaire. Parce que ça occupe beaucoup moins de surface et ça demande beaucoup moins de métaux, donc ça demande beaucoup moins de mines. Ne me regardez pas avec cette terre-là, c'est les biologistes eux-mêmes qui le disent. Oui, enfin, vous dites des trucs franchement qui peuvent des fois nous décoiffer. C'est-à-dire, vous dites même quand il y a un accident nucléaire, en fait, c'est pas si grave. Je reste à la comparaison. On viendra aux accidents après. Je reste à la comparaison. Avec les énergies renouvelables. Alors, je dis deux choses. En ce qui concerne la biodiversité, le nucléaire est beaucoup mieux que les ENR. Si, je le réchauffement des rivières et des fleuves est causé par les centrales nucléaires et attentatoire à la biodiversité. Pas beaucoup. On a fait des comptages de poissons, justement, liés au petit surplus de réchauffement qu'il y a eu, etc. Et les comptages montrent que les poissons, l'abondance ne change pas. Je vous assure, faut lire ce genre de trucs. Et en ce qui j'ai d'autres études, mais enfin, allez-y, on vous écoute. On vous écoute, Jean-Marc. Et en ce qui concerne la biodiversité, là c'est pareil, ça a été documenté. Les biologistes vous disent le nucléaire c'est mieux parce que ça demande, en gros, il faut 10 fois plus de métal, 10 à 50 fois plus de métal, ça dépend du métal, pour exploiter une énergie diffuse comme le vent ou le soleil, que pour exploiter une énergie très concentrée comme le nucléaire. Donc par kilowattheure, il faut 10 à 50 fois plus. Il faut 1000 fois plus d'espace. 1000 fois plus d'espace pour faire de l'électricité avec du solaire qu'avec du nucléaire. Pour arriver à la même puissance. Pour arriver à la même quantité d'électricité produite dans l'année. 1000 fois plus d'espace. C'est bien du reste pour ça qu'on commence à voir aujourd'hui des problèmes avec des gens qui disent j'en veux pas chez moi parce qu'en fait il faut multiplier les installations partout. Et si on en a quelques-unes, vous avez quelques opposants locaux. Si vous en avez 1000 fois plus, enfin pas 1000 fois plus, mais des centaines de fois plus, vous allez avoir des centaines de fois plus le débat. Donc pour la biodiversité, j'insiste, le nucléaire c'est mieux. Et donc, non, on peut pas dire et quand vous regardez le risque d'accident, quand vous regardez les risques pour la santé humaine, c'est quand même plus grave. Quand vous regardez, quand vous regardez les risques pour la santé humaine et que vous allez voir les articles qui sont qui est légitime pour documenter les risques sur la santé humaine? Les médecins. Les médecins du travail notamment. Non, les médecins tout court, les épidémiologistes, pas les médecins du travail. Des catastrophes là, on viendra. Non, les épidémiologistes, les gens qui font les études de cohorte. Eh bien, ces gens-là vous disent, accident compris, l'énergie nucléaire est la plus sûre des énergies à parité avec l'éolien. Voilà, c'est ça qu'ils vous disent. Donc, et de toute façon, je reviens à ma question des accidents nucléaires. Oui. Vous dites, ça c'est dans un article de gens qui ont vu votre BD et qui du coup, dans Alternative économique, je crois, sur Reporter, écrivent Jean Covici, une imposture écologique. Alors les mots sont quand même ça, c'est l'avis assez durs. Bon, mais ils citent... Qui n'engage qu'Hervé Kempf.
Ok, bon. Je ne parle pas de Il n'est l'article pas là, en il n'est général pas ni là. du titre, je parle de ce qu'il dit. Une citation de vous. Fukushima, en fait, ça a été surtout un problème médiatique majeur, mais pas un désastre sanitaire ou environnemental majeur. Du point de vue des écosystèmes, et c'est pas du tout de l'ironie, un accident de centrale est une excellente nouvelle, car ça crée instantanément une réserve naturelle parfaite. C'est de l'ironie. Non, c'est une réalité. Si vous demandez aux biologistes, il y a eu un congrès de biologistes sur les conséquences de la zone interdite de Tchernobyl. Et ils vous disent que ça a été une bénédiction pour la biodiversité. Oui, un accident nucléaire est problématique dans les Évidemment que c'est conséquences problématique. humaines et sanitaires qu'il a. Évidemment que c'est problématique. Mais je dis juste, c'est un paradoxe de voir que Tchernobyl a créé instantanément une réserve naturelle où sont revenus les loutres, les castors, les chevaux de Przewalski. On a même réintroduit des chevaux de Przewalski. Mais la question du risque. Alors, la question du risque pour les individus. Elle est alors Tchernobyl, c'était très particulier parce que c'est un accident qui n'est techniquement pas possible avec l'essentiel des réacteurs qu'il y a dans le monde. Oui, c'est un autre modèle de réacteur. C'est un modèle qui comporte du graphite. Le graphite, c'est du carbone, c'est comme les mines de crayon, vous savez, dans le cœur, et ça brûle. Et en fait, ce qui a fait la gravité de l'accident à Tchernobyl, c'est que les Russes avaient un concept de réacteur, pas autorisé en France, dans lequel donc le cœur comportait du graphite, et c'est l'incendie de ce graphite qui a propulsé un panache. Il y a eu d'autres accidents nucléaires dans d'autres pays qui ont été sans conséquence pour la santé humaine. Fukushima, il y a quand même... Fukushima, il y a l'évacuation... 10 ans après... Non, mais l'évacuation a des conséquences. Sur les rayonnements ionisants, non. Alors, vous savez très bien que cette affirmation est contredite par de nombreuses personnes. Non, mais juste de nombreuses personnes, ça dépend qui. Signaler et que par ailleurs, bon là on parlait des accidents. Je vais pas vous refaire le débat que j'ai fait sur France Culture, mais la question de savoir qui est légitime pour contredire quoi, c'est ça le sujet. Ah mais c'est tout à fait un sujet que nous n'avons pas nécessairement le temps d'aborder maintenant, car moi j'avais envie... si on a tout à fait le temps de l'aborder maintenant, parce que c'est le fond de l'affaire. Oui, le fond de l'affaire, c'est qui est légitime pour parler de quoi. Qui est légitime pour parler de quoi, ok. Moi j'avais quand même envie de signaler la question de la santé des travailleurs du nucléaire, puisque là on parle de l'exposition aux doses en situation d'accident, qui sont... même s'ils sont dramatiques, quand même très rares dans l'histoire du XXe siècle. En revanche, la situation des travailleurs du nucléaire et de leur exposition à un environnement de travail radioactif, lui, il est routinier. Il est même quotidien pour tout un paquet de personnes et il expose ces personnes à des risques sanitaires. Et de ce point de vue-là, c'est pas Mediapart qui le dit. Je vais encore vous contredire, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème, on est là pour discuter. Mais c'est pas Mediapart qui dit que c'est une étude qui est sortie l'été dernier dans le British Medical Journal et qui est fort intéressant parce que c'est une étude justement sur une grande cohorte de travailleurs, donc quand même 310 000 travailleurs de l'industrie du nucléaire en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et qui rehaussent leur évaluation du risque de mourir d'un cancer quand on est un travailleur du nucléaire. Donc la question est, sachant cela, est-ce que c'est un risque acceptable? Est-ce que la société française, par exemple, doit se résoudre à ça et accepter que parmi elles, certains travailleurs prennent un risque que d'autres ne prennent pas au nom du fait de produire de l'électricité décarbonée. Alors, je n'ai pas vu cette étude, donc je ne peux pas la commenter. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Hors cette étude, que je n'ai pas lue, ce que je sais, c'est que les salariés d'EDF étant extrêmement bien suivis sur le plan médical, ils sont globalement en meilleure santé que la moyenne de la population française. Mais pas les sous-traitants. C'est tout le problème de ce qui s'est passé à EDF et qui est montré par la sociologie du travail. Je peux oui, mais parce que vous savez très bien, vous répondez sur les personnes qui ne sont pas les plus exposées. Je vous dis ce que je sais. C'est les sous-traitants et les sous-traitants et les précaires qui prennent le plus de doses au sein des centrales nucléaires. Je ne sais pas. Pour ça, il faudrait que j'ai... Il y a des travaux sociologiques. Non, c'est pas un travail sociologique. Ça, il y a des travaux sociologiques sur ce sujet. C'est pas un travail sociologique qui permet de savoir si les gens prennent des doses.
C'est un travail dosimétrique. C'est sociologique de savoir quel travailleur. Non, c'est un travail. Une dose, ça se mesure avec un dosimètre. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mesure les doses reçues par les gens sous-traitants et il faut qu'il y ait un tiers indépendant qui aille voir les doses reçues par les sous-traitants et qui vous dise c'est beaucoup documenté sur Mediapart. Non mais la sociologie, c'est qui prend la dose. C'est pas sur la dose, c'est qui la prend. Entre les travailleurs EDF prendre une dose, moi et je les le fais à chaque fois que je vais suivre un examen médical. Donc la question. Oui, mais vous ne travaillez pas tous les jours dans une centrale nucléaire. Donc ça veut dire qu'on est obligé de parler chiffres. Donc c'est bien ce que je disais. Donc moi je ne vais pas commenter cette étude parce que je ne l'ai pas vue, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vous dis juste qu'en ce qui concerne les chiffres, on ne peut pas affirmer les sous-traitants en prennent plus que les travailleurs d'EDF si on n'a pas accès au dosimètre des sous-traitants. Voilà, c'est juste ça que je suis en train de vous dire, exactement comme on ne peut pas dire ils ont plus souvent la fièvre si on n'a pas accès à leur thermomètre. Il faut avoir accès. Personnellement, moi, je n'ai pas accès au dosimètre des sous-traitants et donc je n'ai pas plus de commentaires à faire là-dessus. La seule chose que je peux dire, c'est que, et de très loin, le salarié le plus irradié de France n'est pas un travailleur de nucléaire, c'est Thomas Pesquet. Parce qu'à chaque fois qu'il va... Lui, pour le coup, il est très bien suivi médicalement. Oui, mais à chaque fois qu'il va dans la station spatiale internationale, il se prend 200 millisieverts en 6 mois, c'est-à-dire 10 fois la dose maximale annuelle pour un travailleur du nucléaire. Probablement plus suivi que les travailleurs du nucléaire médicalement. Et il est suivi. Et il y a une autre cohorte qui prend également des rayonnements de façon chronique tout le temps, c'est le personnel aérien. Voilà, le personnel navigant aérien. Il nous reste, on va dire, une quinzaine de minutes. On va parler de l'aspect de gestion de ce système nucléaire. On a eu récemment une loi de relance nucléaire dont on ne peut pas dire vraiment qu'elle a été mise en débat dans la société. Il y a eu l'accélération du nucléaire a même été votée finalement avant la fin du débat public sur le programme du nouveau nucléaire. Il y a une conduite de la politique nucléaire en France qu'on peut dire est probablement partagée entre un petit nombre de gens. L'Élysée réunit régulièrement un conseil de politique nucléaire qui se réunit dans une certaine opacité, il faut bien le dire. Est-ce que c'est une bonne façon de conduire cette politique-là, cette opacité, ou est-ce que vous dites qu'elle est nécessaire vu la hauteur des enjeux, ou est-ce qu'on pourrait faire différemment? Elle est universelle. Enfin, je veux dire, toute réunion de travail à l'intérieur d'une entreprise est opaque. Il n'y a pas un journaliste présent dans toute réunion de travail dans une entreprise. Oui, mais un pays, c'est pas une entreprise. Ok, il n'y a pas un journaliste présent dans toute réunion ministérielle, dans toute réunion. Enfin, je veux dire, donc bon, est-ce que c'est opaque parce que à chaque fois tout ne se fait pas derrière dans un aquarium avec les gens qui écoutent tout? Je ne suis pas sûr qu'on puisse gérer facilement un pays ou une entreprise ou whatever avec tout le monde dans un partager ses choix tout le monde auprès écoute, de la etc. population. Oui, alors c'est normalement fait. Avec des élections, un parlement, etc. En ce qui concerne la loi d'accélération sur le nucléaire, il y a eu au même moment une loi d'accélération sur les renouvelables, dans lequel comme pour le nucléaire, on a dit il y a un certain nombre de procédures qui s'appliquent normalement aux installations, qui a un certain nombre de procédures de débats préalables, etc. Là, on dit allez hop, on va faire ça parce qu'il faut qu'on accélère. Donc c'est pas propre au nucléaire cette histoire-là, et en fait de tout temps. Donc je ne dis pas que c'est nécessairement une bonne chose. Je dis que ce n'est pas propre au nucléaire. Tous les gens qu'on a expropriés pour construire des autoroutes, ce n'était pas propre au nucléaire. Donc voilà. Donc la question, pour moi, elle est plus dans est-ce que sur le fond, l'objet lui-même est intéressant ou pas? C'est ça le premier niveau du débat. Et après, il y a un deuxième niveau du débat qui est si l'objet est intéressant. Si l'objet n'est pas intéressant, en fait, il n'y a pas lieu de l'accélérer. Et si l'objet est intéressant, il faut voir comment est-ce que les modalités d'accélération, est-ce qu'on les considère légitimes ou pas. Voilà, c'est ça le sujet. Mais quand on voit que la loi d'accélération du nucléaire est votée pendant qu'a encore lieu le débat public sur la création de nouveaux réacteurs nucléaires, au point que la Commission nationale du débat public pendant qu'a lieu le débat de la CNDP. Oui, non, parce que le débat public, il faut qu'on se mette d'accord. Le débat organisé par la CNDP. Commission nationale du débat public, au point que cette commission a dû arrêter ses travaux et protester vis-à-vis d'Emmanuel Macron en disant attendez, à quoi ça sert qu'on se décarcasse à organiser un débat public alors que vous décidez avant qu'on ait rendu notre avis? Est-ce que là, il n'y a pas un hiatus démocratique? En termes de calendrier, je dois dire que c'était pas très fin d'avoir fait ça, c'est évident.
Je veux dire, ou bien vous dites, on est dans l'urgence, et donc je fais même pas de débat à la CNDP, ou bien parce que si un jour on doit déclarer la guerre, je suis pas sûr qu'on fera un débat à la CNDP. Hein. Là, c'était pas le cas. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a une vraie urgence, ou un sentiment d'urgence partagé par tout le monde, à ce moment, et un certain nombre de procédures, on passe outre. Si on considère qu'on a le temps de faire les procédures, on attend qu'elles aillent jusqu'à leur terme. Ça me paraît évident. Et quand on décide de fusionner les deux instances de sûreté nucléaire, sans même demander aux personnes directement concernées si c'est une bonne idée, les consulter sur à quoi ça pourrait servir, et là je parle de la fusion de l'ASN, Autorité de sécurité du nucléaire, et de l'IRSN, est-ce que ça c'est une bonne manière démocratique et mature de fonctionner? J'ai malheureusement pas grand-chose à dire sur ce dossier-là, parce que je ne l'ai pas regardé en détail. Donc D'accord. Jade, tu voulais poser une question, je crois, en plus sur l'aspect politique aussi encore. Sur l'aspect démocratique, parce que voilà, ça fait des décennies en fait que les critiques du nucléaire disent on n'a jamais de moment de consultation, et au final, la société française ne s'est jamais prononcée sur être favorable ou défavorable au nucléaire. Finalement, c'est une question qui se pose à une société. Est-ce que vous considérez, vous dites, voilà, encore une fois, pour vous, c'est une petite partie, mais une partie aujourd'hui importante, stratégique, du moment de transition énergétique. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait aujourd'hui une consultation sur faut-il ou non garder le nucléaire, compte tenu de tous ces enjeux sanitaires, mais aussi économiques, liés à cette décision-là? Alors, ce genre de consultation, ça existe en ce moment tous les 2 mois, ça s'appelle un sondage. Non, est-ce que c'est la même chose, un sondage et une consultation démocratique? J'ai beaucoup de mal à savoir ce qu'est une consultation démocratique. Dit autrement, c'est quoi une consultation? Un référendum, par exemple? Un référendum, par exemple. Bon. Alors, les référendums dans notre pays, je considère, et ça, c'est pas propre au nucléaire, que c'est des exercices casse-gueule, parce que les rouspéteurs que nous sommes, on a tendance à répondre autant à la personne qui pose la question qu'à la question elle-même. C'est très difficile dans notre pays. On serait chez les Suisses, je vous dirais pas ça. Parce qu'ils sont routiniers. Oui, parce que ça participe de la culture du pays, etc. Et puis du reste, chez les Suisses, il y a eu des référendums sur le nucléaire et qui, à 10 ans d'intervalle, ont donné des résultats opposés. Chez les Suédois, c'est exactement pareil. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'un référendum sur le nucléaire, c'est la fin de l'histoire pour toujours, avec un grand moment démocratique, etc. Je suis pas sûr. Parce que les circonstances changent, etc. Alors, est-ce qu'il y a un mode parfait de consultation de la population sur un sujet précis? Je suis pas sûr, malheureusement, quel que soit le sujet. Le débat, il vit avec la presse, avec les même si c'est un exercice imparfait, et très imparfait du reste, avec les sondages, avec les essais, enfin voilà. Je ne suis pas sûr, encore une fois, qu'il y ait un truc très particulier qu'il faille idéaliser. Il y a 20 ans, j'avais écrit dans un bouquin que sur le changement climatique, il faudrait faire un référendum pour demander aux gens est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on continue notre mode de vie et puis advienne que pourra, ou est-ce que vous êtes d'accord? Bon, mais en fait, c'était une idée naïve. J'assume tout à fait d'avoir eu des idées naïves. Hein. Maintenant, j'en suis un peu revenu au sens où je pense qu'il n'y a pas, encore une fois, un truc parfait qui règle définitivement la question, et puis à côté, que des trucs qui vont pas. Je pense que malheureusement, la vie est plus compliquée que ça, et qu'il y a un certain nombre de trucs pas parfaits avec lesquels il faut composer. Pour comprendre, dernière question, pour comprendre un peu justement d'où vous parlez, quelle est votre vision du monde au-delà de l'aspect expert des choses, puisqu'on parle beaucoup ici aussi d'avenir et de modèles en général, puis vous nous avez dit que le nucléaire c'était une petite partie et que derrière il y avait des changements de société importants. Donc pour creuser un peu juste en dernière question... Je vais dire autrement, c'est paradoxalement la partie facile. Voilà, mais pour atteindre justement la question d'une révolution, parce que vous parlez de révolution par rapport à l'énergie. Est-ce que c'est juste finalement en changeant le mix, en modifiant un peu quelques habitudes? D'autres disent le changement, le véritable changement pour justement essayer de tenir les clous des objectifs qu'on s'est fixés, peut-être 1,5, 2%, 2 degrés, mais peut-être pas beaucoup plus que ça, sinon ça va être très difficilement vivable, ce serait d'interroger les fondements de notre modèle économique et d'interroger le capitalisme et le néolibéralisme tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous dites, finalement, pourquoi pas, mais c'est pas la priorité là? Alors, c'est un débat intéressant. Alors, je vais le complexifier un peu.
La société occidentale est aujourd'hui très largement capitaliste et libérale, mais on a connu des expériences de systèmes un peu différents ou très différents en Chine, où on a eu plutôt au début une espèce de capitalisme d'État qui n'a pas montré que c'était particulièrement plus doux pour l'environnement. On a eu également en Union soviétique quelque chose qui ressemblait à un capitalisme d'État et qui n'a pas non plus été spécialement plus doux pour l'environnement. Donc je pense que malheureusement le mal est plus profond, si je puis dire, que le système politique ou que la construction politique du moment. C'est quoi? C'est que l'humanité ne changera pas de modèle de surconsommation? C'est qu'on a des pulsions animales, entre guillemets, qui nous poussent à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Par exemple, vous connaissez la fable de la cigale et de la fourmi. La vertu dans cette affaire est du côté de l'accumulation. Parce qu'on ne sait jamais, c'est la précaution, etc. Il y a 2 siècles, quand vous aviez réussi, vous étiez dodus. Parce que c'était l'héritage d'une époque où, pour passer l'hiver, c'était mieux d'avoir constitué un peu de gras avant l'hiver, parce que si jamais vous n'aviez pas à manger pendant 2 jours, ça vous facilitait la vie. Donc en fait, on hérite, et notre code génétique n'a pas changé en 2 siècles, et même pas en 1000 ans. Donc on hérite de réflexes et d'une constitution biologique, j'ai envie de dire, qui nous pousse gentiment. Alors c'est heureusement pas la seule caractéristique que nous avons. On est aussi des animaux sociaux, on connaît la coopération, on connaît l'entraide, on connaît etc. Heureusement. Mais on a quand même une pulsion au toujours plus. C'est ça qui fait que, très étonnamment, quand vous gagnez le SMIC, vous avez envie de gagner 2 fois le SMIC, mais quand vous gagnez 1 million, vous avez aussi envie de gagner 2 millions. En fait, c'est-à-dire ça, on ne changera pas, donc le système capitaliste est l'option la plus probable, c'est ça que vous dites? Et alors, je pense qu'il y a des choses qu'on ne changera pas. Je pense qu'on ne changera pas l'envie d'avoir quelque chose à soi qui soit privé. Alors, entre la totalité de l'appareil productif et juste un bout d'appartement, il y a tout un tas de nuances de gris. La question est là où on met le curseur. Je suis ravi, moi, pour ma part, que la production électrique dans ce pays soit gérée par l'État. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Je trouve que ça a très bien marché jusqu'à maintenant, que le système ferroviaire soit géré par une entreprise publique. Je trouve que ça marche plutôt bien. Voilà. Est-ce que j'ai fondamentalement envie que mon épicier soit pas propriétaire de son épicerie ou que... je ne parle pas forcément de mode d'organisation de la société, je vous parle de décroître collectivement et de rompre avec J'entends, mais parce que mon épicier est aussi un capitaliste. D'accord, il est propriétaire de son outil de production, il a une société commerciale, etc. Donc en fait, pour moi, le vrai débat, c'est un débat de curseur. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est allé trop loin dans le libéralisme? À l'évidence, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le capitalisme est bien régulé? À l'évidence, non. Donc il y a tout un tas de trucs qu'il faut changer. Est-ce qu'il faut totalement supprimer l'idée même qu'il y a un bout de capitalisme dans un coin? Je ne suis pas sûr. Voilà, on en est loin, de toute façon. Non, mais voilà, c'est ça. Pour moi, il me semble qu'en plus, le seul débat qui, par ailleurs, a une portée un peu pratique, c'est celui-là. Parce que si on est dans une espèce de rêve romantique qui n'a pas de chance de se réaliser, en fait, on perd un peu son temps à essayer de le faire avancer. Moi, je n'êtes pas romantique. Merci, Jean-Marc. Oui, dans certaines circonstances. Merci, Jean-Marc Jancovici, d'être venu sur le plateau de Mediapart. Merci à toi, Jade, pour ce débat intéressant, fouillé et posé. À très vite sur Mediapart.